Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau cours commenté, donc sur le chapitre 8, le soleil, notre étoile. Donc je pense que c'est un chapitre qui va beaucoup vous plaire parce que ça va parler justement du soleil. Alors bien sûr c'est très synthétique parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur notre étoile. Euh, on approfondit un tout petit peu plus dans le chapitre 12, donc si vous voulez aller le voir juste après, je vous le conseille. Voilà, allez c'est parti donc photo, hein, le soleil. Alors, un petit sommaire comme d'habitude, maintenant vous avez l'habitude. Donc, en grand 1, l'étymologie et l'histoire du Soleil. En 2, l'atmosphère du Soleil et les photons, avec l'image en dessous. Et en grand 3, les caractéristiques de notre Soleil. Alors, l'étymologie et l'histoire du Soleil en grand 1. Donc, le Soleil, Sol en latin ou Hélios, est l'étoile du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une étoile de type naine jaune composée d'hydrogène à 74% de la masse ou 12,1% du volume, et d'hélium à 24% de la masse ou 7,8% du volume. Autour de lui gravitent la Terre et 7 autres planètes, au moins 5 planètes naines, de très nombreux astéroïdes et comètes, et une bande de poussière. Le Soleil représente à lui seul 99,86% de la masse du système solaire ainsi constitué. Jupiter représente plus des 2 tiers de tout le reste. De plus, le Soleil est né dans une nébuleuse il y a 4,5 milliards d'années. Il est maintenant à la moitié de sa vie. Donc là, vous avez le Soleil. Voilà. Alors comment on a fait pour prendre le soleil comme ça? On l'a pas pris dans une fusée, c'est bien entendu. On a pris juste des clichés par sonde. Avec, bien sûr, tout autour la chromosphère, l'atmosphère du soleil. Et ici les protubérances. Juste après ce chapitre, je vous montrerai une coupe du soleil parce que j'ai oublié de le mettre dans ce chapitre. Donc, avant de se quitter, je vous montrerai une petite coupe de notre soleil. Voilà. Allez, on continue. Donc le cycle de vie du Soleil. Donc vous savez que le Soleil est né dans une nébuleuse, sûrement lors du Big Bang, hein, sûrement lors de l'extinction d'un autre univers. C'est possible, on ne le sait pas. Le rayonnement fossile, qui est les traces du Big Bang, nous en apprend toujours un peu plus sur la naissance de l'univers. On va pas s'attarder là-dessus. Donc là, vous avez un axe, bien sûr à l'échelle d'état, donc qui n'est pas respecté. Vous avez un axe en milliards d'années, donc voilà, là vous avez le Soleil qui vit sa petite vie tranquillement, on se situe à peu près ici. Vous avez un réchauffement progressif jusqu'à devenir une géante rouge, une nébuleuse planétaire, une naine blanche et enfin une naine noire. Alors, 2, l'atmosphère du Soleil et les photons. Alors, grand A, l'atmosphère du Soleil, il existe plusieurs couches atmosphériques. Donc la chromosphère, qui est la zone de la température minimum qui sépare la photosphère de la chromosphère, offre une température suffisamment basse, environ 4000 Kelvin, pour qu'on y trouve des molécules simples, monoxyde de carbone, et même de l'eau, détectable par le spectre d'absorption. L'héliosphère, débutant à environ 20 rayons solaires, 0,1 unité astronomique du centre du Soleil, l'héliosphère s'étend jusqu'aux confins du système solaire. On admet qu'elle débute lorsque le flux de vent solaire devient plus rapide que les ondes d'Alphen. Le flux est alors dit superalphénique. Les turbulences et forces dynamiques survenant au-delà de cette frontière n'ont pas d'influence sur la structure de la couronne solaire, car l'information ne peut se déplacer qu'à la vitesse des ondes d'Alphen. Alors, si vous voulez, l'héliosphère, c'est le vent solaire qui vont sur Terre et qui font les aurores boréales. La couronne est la zone de transition entre la chromosphère et la couronne et le siège d'une élévation rapide de température qui peut approcher 1 million de Kelvin. C'est ce qu'on voit juste là. Alors, le tout petit truc orange là, que vous voyez l'éclipse ici. Vous voyez une toute petite marque orange. Et bien cette toute petite marque orange, c'est une protubérance ainsi que là, ce petit truc orange là. Vous voyez, là vous avez une protubérance. Là vous avez, je sais plus comment elle s'appelle, mais vous voyez ce petit cercle orange. Et ben vous avez le même. C'est la couronne solaire, voilà. Ici, ce que vous voyez, c'est la couronne solaire avec quelques protubérances, par exemple ici et ici. Et ce que vous voyez en blanc tout autour, c'est la chromosphère, qui s'étend, bien sûr, euh, aux confins de l'univers, mais moins que l'héliosphère. Après, c'est l'héliosphère qui s'étend plus loin dans l'univers. Alors, les photons, transporteurs de lumière. Le photon est la particule associée aux ondes électromagnétiques, des ondes radio, aux rayons gamma, en passant par la lumière visible. Oui, parce que quand vous regardez votre ordinateur en ce moment, il y a des photons qui traversent vos pupilles. Voilà. Donc en gros, si vous voyez ce que je vois moi en ce moment,
C'est grâce aux photons. Alors le concept de photon a été développé par Albert Einstein entre 1905 et 1917 pour expliquer des observations expérimentales qui ne pouvaient être comprises dans le cadre d'un modèle ondulatoire classique de la lumière. Pardon, j'ai foutu un coup dans ma table, j'ai mal au genou. C'est bon. Je repasse ça. Tac. Un petit coup d'eau. Soif. Pardon, excusez-moi. Hein. Voilà. Alors, l'observation ou émission d'un photon. Donc, de nombreux gaz composent le Soleil. Nous allons prendre exemple l'hydrogène qui le compose en majeure partie, comme toutes les autres étoiles, bien entendu. Alors, là, vous avez le diagramme de l'énergie émise par un atome en électronvolts. Alors, l'absorption d'un photon d'énergie 12,75 électronvolts par un atome H initialement au niveau fondamental. L'atome effectue une transition du niveau d'énergie N1 au niveau d'énergie N4. C'est ce que vous voyez là. Donc là, vous avez l'état fondamental, juste ici, qui est du 0 jusqu'à la flèche, de N0 à N4. Et ensuite, vous avez l'état excité qui est tout au-dessus. Voilà. Donc en gros, quand un photon transporte de la lumière, il est en état excité, mais il ne le restera jamais longtemps parce qu'au bout d'un moment, il retournera à son état fondamental. Toujours, toujours, toujours. Quand un photon prend de l'énergie, il va prendre de l'énergie, par exemple quand il quitte le soleil pour aller sur Terre, il va prendre de l'énergie, il va arriver jusqu'à votre pupille, et là, il est dans un état excité, et après, hop, il va devenir en état fondamental. Voilà, tout simplement. Alors, nous allons calculer la longueur d'onde en nanomètres d'un photon quand il est émis ou quand il diffuse de la lumière. Alors, 1,60 x 10 puissance moins 19 joules, c'est pour convertir en électronvolts. C'est pour avoir une valeur beaucoup plus précise. Pardon. Alors, donc ça, je pense que je l'ai mal fait, mais c'est le lambda, vous savez, la petite barre avec le bidule là. Ça, c'est lambda, c'est-à-dire le L en grec. Donc lambda, c'est la longueur d'onde en nanomètres, donc grand L en gros. H, c'est la constante de Planck. Alors, qu'est-ce que la constante de Planck? C'est en physique quantique. C'est au niveau des quanta, en fait, c'est une mesure d'énergie. C'est pour avoir une mesure d'énergie. Et cette mesure d'énergie est liée à une formule qu'on va voir juste en dessous, avec la sécurité de la lumière et delta E, qui est une perte d'énergie, bien entendu. Et la constante de Planck, vous voyez, c'est égal à 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules par seconde. C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide, donc 3,0 fois 10 puissance 8. Et delta E, c'est l'énergie en joules. Donc delta E, je sais pas comment on le fait, mais c'est le petit triangle. Pardon, je baille. Voilà, pardon. Donc le petit D, vous savez, c'est le petit triangle delta E, quoi. Donc nous avons vu sur le graphique l'absorption d'un photon, donc moins 12,75 électronvolts. Alors comment j'ai fait ça? Eh ben, il faut passer du niveau 1 jusqu'au niveau 4, tout simplement. Hop, on revient. Nous allons calculer la longueur d'onde de ce photon. Donc delta E est égal à 12,75 électronvolts fois la constante de Planck. Non, pour le convertir en joules, pardon. Donc fois 1,6 fois 10 puissance moins 19. On trouve 2,04 fois 10 puissance moins 18 joules. On applique la formule de lambda est égale à la constante de Planck fois la sécurité de la lumière divisée par delta E. C'est égal à 6,63 fois 10 puissance moins 34 fois 3,0 fois 10 puissance 8 divisé par 2,04 fois 10 puissance moins 18. On trouve à peu près 9,75 fois 10 puissance moins 8 nanomètres. La longueur d'onde est d'environ 875 nanomètres. On est dans le domaine de l'infrarouge car lambda est supérieur à 800 nanomètres, vous le savez. Hein. Conclusion, pour observer toute trace d'hydrogène sur le Soleil, il faut utiliser un satellite dont les émissions radio sont dans les infrarouges. Et comme ça, vous verrez des petites traces d'hydrogène. Et normalement, vous en verrez beaucoup parce que le Soleil est énormément, comme toutes les étoiles, hein, il contient énormément d'hydrogène. H. Hydrogène H, hein, vous savez, la lettre. L'atome, en gros. Alors, grand 3, les caractéristiques du Soleil. A. La température à la surface. Voici comment déterminer la température du Soleil à sa surface en Kelvin et en Celsius. Voilà, c'est ce que je vous parlais. La loi de Wien, c'est ce que je vous en parlais dans le chapitre 7. Donc, la loi de Wien, la formule nationale, c'est 2,89 fois 10 puissance 6 divisé par le lambda max, moins 273. Alors, si vous enlevez le moins 273, vous aurez la température en Kelvin. Si vous le rajoutez, vous l'aurez en degrés Celsius.
Donc 0, vous savez, c'est le θ. Donc c'est la température en Celsius. Donc T Celsius. Et θ en degrés Celsius, lambda en nanomètres et le résultat en Celsius. Calculer la température du soleil à sa surface en Kelvin puis en Celsius. Donc la température en Kelvin, on applique la loi de Ville. C'est égal à 2,89 fois 10 puissance 6 divisé par 480 nanomètres. C'est le lambda max du soleil. Comme on le sait, le lambda max, je vais vous montrer ça après, je finis. 6,020 fois 10 puissance 22, soit environ 6000 Kelvin. La température en degrés est égale à la température en Kelvin moins 273. Donc c'est égal à 6000 moins 273, ça fait 5727 degrés Celsius. La température du soleil à sa surface est de 5727 degrés Celsius, soit 6000 Kelvin. Alors pour savoir le lambda max, on revient un petit peu avant. Il faut regarder la courbe du spectre du soleil. Et vous voyez que le lambda max il se situe juste ici. Ou juste ici, c'est la même. Hein. Ça c'est juste au niveau extraterrestre et là c'est au niveau sur Terre. Il se situe là. Et si on descend, vous voyez c'est environ 480 arrondi. Ah bah tiens, bah voilà. C'est dommage. B, la longueur d'onde. Nous allons maintenant calculer la longueur d'onde maximum du soleil. On va utiliser la loi de Wien. Lambda max, donc lambda max en nanomètres, est égal à 2,89 fois 10 puissance 6 divisé par la température en Kelvin. 2,89 fois 10 puissance 6 divisé par 6000 est égal à 481,66 nanomètres, soit environ 480 nanomètres. Donc en gros, ce qu'on a fait, c'est l'inverse de ici. Voilà. Donc l'intensité lumineuse, vous voyez, lambda max, l'allure globale de la courbe, le profil spectral. On va au plus haut et on descend, on trouve à peu près 480 nanomètres. Et 480 nanomètres, c'est à peu près, ça je sais pas pourquoi, 480 nanomètres, ouais non c'est là. Mais là je comprends pas pourquoi là le soleil n'est pas bleu, c'est bizarre. Ah non d'accord, je me suis trompé en fait, c'est le lambda max, c'est pas son lambda en moyenne en fait si vous voulez. Là c'est le lambda max, c'est le ou l'allure, c'est l'intensité lumineuse qui est la plus forte. C'est pas en moyenne, c'est pas un lambda en moyenne. Sinon le lambda en moyenne c'est bon, dans les 600 comme je vous avais dit dans les chapitres précédents. Alors on va voir maintenant la masse du soleil. Alors donc nous allons maintenant calculer la masse du soleil. Donc j'ai la force gravitationnelle 6,67 fois 10 puissance moins 11, la masse du soleil en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde, le rayon en mètres. Pardon. Nous savons qu'en astronomie, pour calculer la masse d'une planète ou d'une étoile, il faut qu'un objet gravite autour de celle-ci. Nous allons prendre exemple la Terre tourne autour du Soleil à 150 000 km à la vitesse de 30 km par seconde. Nous pouvons donc poser que le rayon est égal à 150 millions de km, soit 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. La vitesse 30 convertie en mètres par seconde, 30 000 mètres par seconde. La vitesse qui était en 30 km par seconde convertie en mètres par seconde, c'est 30 000 mètres par seconde. La masse du soleil est égale à la formule, donc R fois la vitesse au carré divisé par la constante gravitationnelle, donc G, en gros, grand G, est égal à 1,5 fois 10 puissance 11 fois 30 000 au carré divisé par 6,67 fois 10 puissance moins 11 est égal à 2,02 fois 10 puissance 30 km. On fera ces calculs dans le chapitre 13 qui sera calcul élémentaire, ne vous inquiétez pas, soit 2,02 kg. La masse du soleil est de 2,02 fois 10 puissance 30, soit environ la masse de toutes les planètes réunies. Donc 99,86% de la masse totale du système solaire, je crois, hein, au début. Attendez. Voilà, 99,86% de la masse du système solaire. Voilà, voilà. Voilà, donc mes sources Wikipédia pour les images et Google Images, idem pour les images. Donc voilà, donc j'espère que ce cours commenté vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi je vous retrouve très prochainement pour un autre cours commenté ou pour une autre vidéo. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous dis portez-vous bien et soyez heureux comme d'habitude. Allez, bye bye tout le monde. Et rebonjour tout le monde, donc hop, je replace le micro, pardon.
Je vous remonte vite fait, comme je vous avais dit après le chapitre 8, l'atmosphère du Soleil avec à l'intérieur tout ça. Donc on va faire ça rapidement. Donc là vous avez le noyau à 15 000 degrés Celsius avec un diamètre de 2550 km. Ensuite vous avez la zone radioactive euh, de 10 millions de degrés Celsius à 5 millions de degrés Celsius qui fait 254 160 km. Ensuite vous avez les zones de convection à 199 752 km avec là-dedans ce qui font en fait ce qui fait en fait une sorte de volcan et des taches solaires après les éruptions, comme sur Terre en fait, les cellules de convection. La photosphère, l'atmosphère du Soleil, la première couche, pardon, de 6500 degrés Celsius à 4500 degrés Celsius, 500 km, c'est la surface en gros. Donc là vous avez la photosphère avec les taches solaires, 4000 degrés Celsius, de 1000 km à 50 000 km, c'est après les éruptions. La chromosphère, 2000 km d'épaisseur à 10 000 degrés Celsius à 4200 degrés Celsius. Les protubérances à 2000 km de longueur. Et enfin la couronne solaire de 1 million de degrés Celsius à 2 millions de degrés Celsius, c'est ce qu'on voit justement lors des éclipses de soleil, et c'est ce qui s'étend le plus dans l'espace, ou sinon la couronne solaire on peut l'appeler aussi l'héliosphère. Voilà, donc j'espère que ce chapitre vous a plu, je vous fais des gros bisous, et je vous dis portez-vous bien. Allez, salut tout le monde.